Malgré tout, j'ai eu très peu de coups de cœur en 2025. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve juste avant les fêtes de Noël pour le top des films de l'année. Alors le flop est déjà sorti hier, on reviendra ensuite sur mes attentes de l'année 2026, films, séries et jeux vidéo, et bien sûr, le top et le flop série de 2025. Alors je vous en parlais déjà dans la vidéo des flop films de 2025, j'ai vu environ 110 films cette année, et c'est vrai que malheureusement, j'ai eu très peu de coups de cœur, voire même aucun. Il y a aucun film, c'est vrai, dans cette sélection, et je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Il n'y aura aucun film qui va rester en moi, je pense, pour les années à venir. Et ça a été du coup une année assez particulière. Alors attention, il y a eu des bons trucs, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de films cette année que j'ai noté 3,5 ou 4 sur 5, et des 5 sur 5, j'en ai aucun. Globalement, c'est vrai que ça a été une année décevante me concernant, ça ne nous empêche pas de faire un top 10, mais bon, je pense, c'est vrai que dans ce top 10, il y a peut-être que les 3 premiers qui se seraient retrouvés peut-être dans le top de l'année dernière, mais sinon pour le reste, bon voilà, c'est vrai que c'est dans ce top parce qu'il n'y a pas eu une très grosse concurrence. Comme d'habitude, la quasi-intégralité des critiques de ces films sont disponibles sur la chaîne. Il y aura par contre pas mal de mentions honorables juste avant la première place, donc écoutez, on se lance, le top des films de 2025, c'est parti. Mission Impossible, The Final Reckoning. I need you to trust me. One last time. Alors oui, c'est vrai que ça faisait quand même partie de mes séances les plus marquantes de l'année, même si c'est pas mon Mission Impossible préféré par rapport au dernier. Je pense que le 6ème Fallout, celui-ci pour moi il est loin devant. Je préfère même, je pense aussi le 5ème Rogue Nation. Par contre, je préfère ce Mission Impossible 8 au dernier, le 7ème qui était sorti il y a quelques années, qui s'appelait, Dead Reckoning, partie 1, celui-ci c'est la partie 2, mais vu que la partie 1 a peu fonctionné au box-office, et on a renommé ce second film, mais c'est quand même un long métrage qui peut trouver sa place dans ce top, parce que, oui, quand même, il y a 2 gigas scènes d'action qui sont extrêmement marquantes, qui m'ont bien marqué cette année, 2 pavés d'action qui te coupent littéralement le souffle. On est face à une histoire qui est peut-être, un petit peu longue. Il y a peu d'action, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont plaints du fait qu'il y avait peu d'action dans le film, à part justement ces 2 grosses scènes d'action qu'on a dans le sous-marin et à la fin avec les avions. Mais perso, je me suis pas du tout ennuyé et j'ai trouvé ça tellement généreux de nous offrir ces 2 gigas scènes d'action comme ça, avec en plus des plans qui sont vrais, des vraies cascades faites par Tom Cruise. Ça fait partie des choses, qui te prennent, qui t'agrippent à ton siège. Le fait de savoir que tout ce que tu vois à l'image, c'est des choses qui ont vraiment été tournées, et donc il faut féliciter ça. C'est un Mission Impossible que je souhaitais quand même mettre en avant après la déception qu'avait été le dernier long métrage, donc oui, ça faisait partie de mes belles séances de l'année, et donc Mission Impossible The Final Reckoning finit quand même dans ce top de l'année. La Pampa. Il est où Jojo là? Je sais pas. Ça a été mon film coup de cœur français de l'année. Il y en a d'autres, on en parlera, vous savez, dans les mentions honorables tout à l'heure. C'est l'histoire de 2 amis qui vivent dans une France un peu profonde, on va dire ça comme ça, qui participent à des compétitions de motocross, et le souci, entre guillemets, c'est que l'un des deux est homosexuel, et forcément, ça va poser problème. Et c'était une histoire et un film assez surprenant, parce que déjà, la grosse surprise, c'est que cette romance homosexuelle ne vient pas du tout des 2 jeunes que l'on voit sur l'affiche. Ça, oui, c'était très surprenant. L'élément déclencheur arrive au bout de 10-15 minutes, il me semble, au niveau de l'histoire, et là, tu te dis « Ah ok, d'accord, je m'attendais pas à ça, mais c'est surprenant, ça va foutre la merde. » Et du coup, t'es très vite pris par cette histoire, et t'as hâte de voir comment ça va se terminer, et on suit des super comédiens, alors déjà les 2 jeunes, et bien sûr aussi Artus, que j'ai trouvé ici très bon, Damien Bonnard, que je trouve toujours top. Et c'est vrai que c'est un projet que j'attendais pas forcément cette année, mais je me suis laissé embarquer parce qu'il y avait des super retours critiques, et quand je me suis retrouvé devant la Pampa, j'ai compris, c'est, je pense, le meilleur film français de l'année, et on parlera tout à l'heure, comme je le disais dans les mentions honorables, des autres films français qui m'ont marqué. Better Man. Do I look like a pop star to you? I wouldn't change a hair on your head. Ça, c'était une belle petite surprise en ce début d'année, parmi tous les blockbusters musicaux qui sortent à l'appel chaque année. C'est un film qui a bien mûri dans mon esprit, parce que quand j'étais sorti de la salle, je l'aimais, je pense, moins qu'aujourd'hui. Voilà, j'ai cogité, et le film, je me suis rendu compte cette année que j'arrêtais pas d'y penser, qu'il y avait des séquences qui m'avaient marqué. Donc oui, c'était pas une claque en sortant de la salle, mais c'est pas sorti de ma tête, et
Et oui, c'est un projet qui était très original déjà sur le papier, un biopic sur Robbie Williams, où Robbie Williams est représenté ici comme un singe, par un singe. Donc c'était par le réalisateur de The Greatest Showman, et oui, c'était cool. Par contre, malheureusement, et ça c'est très malheureux, qu'est-ce que ça a bidé en salle. Alors c'était prévisible, hein, c'est un film qui était très compliqué à vendre, et le réalisateur disait qu'il avait eu du mal à trouver les financements. Un biopic sur Robbie Williams, alors déjà vu l'artiste, les Américains je pense s'en foutent, donc déjà le marché américain tu sais déjà qu'il va pas forcément aller voir ton film, et en plus de ça, la représentation de l'artiste, ici bah c'est un singe. Pour beaucoup de personnes, je pense que c'est rédhibitoire. Il y a plein de gens que je connais qui n'ont pas voulu aller voir Better Man à cause de ça, à cause du fait que c'était un singe. Et c'est bien dommage parce que c'est ça qui donne finalement une identité à ce film. Et t'as des séquences qui sont quand même assez marquantes dans toute cette histoire assez émouvante où l'artiste se dévoile. D'ailleurs, beaucoup, mine de rien, c'est un film où Robbie Williams se donne énormément. Il y a des messages qui sont assez forts au niveau de la dépression, il y a de la prévention contre le suicide. Voilà, ça va quand même assez loin. Il y a des passages chantés et dansés qui sont très très bons. Celui à Londres, sur Regent Street, qui déchire. On est finalement, vous savez, dans quelque chose qui se rapproche beaucoup de ce qu'on avait dans The Greatest Showman, avec une réalisation qui est très très bonne, mais parfois des plans qui piquent un peu les yeux. Mais au global, c'était une belle proposition avec de bons partis pris pour moi, et c'est vraiment triste que ça ait bidé autant, parce que ça va pousser à continuer de faire des biopics musicaux insipides, sans parti pris artistique et très lisses. On verra ce que ça donne, mais voilà, celui sur Michael Jackson, c'est vrai que par exemple, il me fait un petit peu peur. Avatar de feu et de cendres. You want to spread your fire across the world. You need me. Bon, on va éviter de trop se répéter. Avatar de feu et de cendres, c'est sorti la semaine dernière, on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Et ça finit, oui, quand même dans mon top, malgré les critiques négatives et les reproches que je fais au film, parce que, oui, c'est pas du tout un film parfait. Ça fait un peu trop, comme on le disait, bien sûr, partie 2 de La Voix de l'eau, et ça fait partie des points qui m'ont forcément déçu, parce que le côté feu et cendre, il est très peu visible. Ça fait pas non plus du tout fin de trilogie, mais, ça reste une des expériences cinéma les plus bluffantes de l'année. On est face à un spectacle qui est quasiment inégalable. Je vais retourner d'ailleurs voir le film ce week-end au cinéma en famille en IMAX 3D, et j'ai assez hâte. Là où le second Avatar, La Voix de l'eau, je pense que j'avais vu simplement 2 fois au cinéma, et là celui-ci une 3e fois. J'y vais, mais alors pas du tout à reculons. C'est un film que je trouve quand même bien rythmé, généreux, en action. La Voix de l'eau, le revoir une 3e fois au cinéma, je pense que j'avais un petit peu la flemme, mais là ça me dérange pas du tout, parce que les 3h20 de film, je m'ennuie pas devant. C'est des personnages et une aventure que j'aime suivre, et j'espère qu'on aura bien les suites. On verra si Cameron, par contre, rempile derrière la caméra. Malheureusement, malgré tout le bien que je pense de cet Avatar 3, ça se devait d'être le blockbuster de l'année, et ça l'est pas à mon sens. On reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo d'un blockbuster qui pour moi a un peu plus marqué l'année. Weapons ou Évanoui en français. La surprise de l'été, Weapons, alors oui, évanoui en français avec son titre français, on l'a dit, mais que je n'aime pas du tout. J'ai vraiment adoré ce film, adoré cette histoire. L'introduction déjà était ultra marquante, ça fait partie des passages que je n'ai pas oublié cette année, avec cette voix off de petite fille, ces enfants qui disparaissent, ce concept. Non vraiment, c'est clairement l'une des introductions de films de l'année. On est face à un concept qui est intriguant, qui te prend d'entrée avec ces enfants qui disparaissent en pleine nuit, à la même heure, et j'ai beaucoup aimé la narration du film avec cette histoire que l'on va revivre en continu depuis différents points de vue. On a en gros un chapitre par personnage, et on s'attache quand même à ces personnages. Le montage était top, il y a un mystère qui est pesant, on est dans un thriller, enquête, policière, où tu cherches toi aussi ce qui s'est passé. C'est un film, par contre, qui a divisé pour son dernier acte, et je le comprends, parce que moi aussi, encore aujourd'hui, ce dernier acte, il y a quand même une part de moi qui est dérangée par tout ça. Il y a des gens qui ont été dérangés par le changement de ton, parce que ça devient un petit peu plus absurde et drôle, avec l'arrivée d'un personnage au look, complètement taré, un des looks les plus tarés de l'année, et je comprends en fait que ça est divisé, parce que j'aurais peut-être moi aussi préféré qu'on reste devant quelque chose de plus sérieux, d'aussi sérieux que le reste.
mais malheureusement on est parti sur autre chose, et moi ce qui m'a dérangé c'est un peu toute cette explication autour de la disparition de ces enfants qui est un peu magique. En fait c'est quelque chose, on te pose dans un film où toi aussi tu cherches à comprendre ce qui s'est passé, et finalement la résolution c'est impossible de la trouver parce que c'est quelque chose de magique et qui pop de nulle part en seconde partie de long métrage. Il n'en reste que ça reste quand même l'une des séances les plus marquantes de mon année. Il y a eu un très très bon bouche à oreille, ce qui fait que ça a bien marché au cinéma, et du coup c'est cool parce que des propositions comme ça au cinéma, et c'est le genre de choses qu'on a envie de voir en salle. F1, le film. Et oui, finalement, le blockbuster de l'année était ici pour ma part. J'avais quand même passé un super moment, ça faisait partie, de mes grosses attentes de l'année, parce que Brad Pitt, parce que le réalisateur de Top Gun, Maverick, parce que c'est un film de Formule 1 et que je suis fan de Formule 1, parce qu'Hans Zimmer, à la bande originale, Ed Sheeran qui fait la chanson de générique, enfin, voilà, c'est sur le papier, c'est un projet dingue, et on s'est retrouvé face à un spectacle qui était super prenant, avec une superbe réalisation durant les courses, vous savez, avec ces caméras qu'on avait posées sur les monoplaces qui tournaient entre la piste vers le casque du pilote. Non, vraiment, il y a des plans qui étaient super bien sentis, et tu t'agrippes vraiment à ton siège. Je suis retourné voir le film en 4DX ensuite, et c'était l'une de mes meilleures séances 4DX que j'ai faites dans ma vie. Alors oui, l'histoire était pas dingue, c'était ultra classique, voire même un peu cliché, c'était très facile au niveau du scénario, mais ça m'a pas empêché de prendre mon pied avec ce duo de personnages qui était quand même cool à suivre. Alors oui, je vous disais que c'était un peu what the fuck, parce que oui, le personnage de Brad Pitt, il ne pourrait absolument pas piloter en F1, vu son comportement. J'avais dit aussi que j'avais été un petit peu déçu par la bande originale d'Hans Zimmer, parce que oui, c'est pas un film où durant les 2h30 de long métrage, où t'as plein de musique composée par Hans Zimmer, il y a plein de chansons qui font un peu commercial. Le thème, c'est quand même une musique qui me reste en tête, que j'ai encore en tête aujourd'hui, donc ça fonctionne finalement. Il y a aussi des passages qui étaient marquants, le dernier tour de piste du film, et oui, ça a très très bien marché, au point où ils veulent en faire une suite. Bon, là par contre, je pense qu'on force un petit peu, parce qu'en termes d'histoire, ça sera, je pense, tout aussi pété, mais ce film, plus la série Drive to Survive sur Netflix, il y a quand même pas mal de choses qui ont été mises en place ces dernières années pour faire de la pub, envers de la pub pour la Formule 1, et ça marche quand même plutôt bien, et j'imagine que pas mal de personnes se sont intéressées à la F1 grâce à ce film. Frankenstein. Alors là, celui-ci, je vous avoue que j'étais très content de le voir en salle de cinéma, et pas sur Netflix. C'était un nouveau, très beau Guillermo del Toro. Alors, oui, encore un film Frankenstein, et Frankenstein, c'est pas forcément l'histoire qui me passionne le plus, j'en attendais pas des masses, clairement, mais j'ai beaucoup aimé et beaucoup été touché par cette approche bien plus douce. Alors c'est un film qui est coupé en plusieurs parties, on va déjà avoir une première partie de film du point de vue de Frankenstein, et une autre du point de vue de la créature. Ça met un peu de temps à se lancer, mais à partir du moment où la créature est créée, là pour moi ça devient complètement fou. On a Alexandre Desplat, la bande originale, qui nous sert une superbe BO, de toute façon c'est un duo qui fonctionne toujours aussi bien avec Guillermo del Toro. C'est un beau film, malgré une petite patte Netflix qu'on ressent dans certains plans. Il y a ce côté très numérique à la Netflix qui peut se faire ressentir, mais on a quand même une superbe photographie, des superbes décors, Oscar Isaac et Jacob Elordi qui étaient vraiment top. Jacob Elordi en mode ingénieur de Prometheus, ça pour le coup c'était peut-être un petit peu bizarre, et je pensais que ça allait un petit peu plus diviser, mais j'ai l'impression que les gens ont plutôt adhéré. Et donc oui, comme je le disais, c'était très touchant. C'est 2h30 de film qui passe plutôt bien, et ce genre de long métrage Netflix, il faut faire quelque chose, parce que ça doit sortir au cinéma, pas à la télévision. On ne doit pas regarder ça chez soi. Neza 2. Attention, Neza 2, oui, le plus gros succès au box-office de l'année 2025, et l'un des plus gros succès au box-office de tous les temps, derrière Avatar, Avengers Endgame, Avatar 2 et Titanic seulement, voilà, il est 5ème. C'est un truc que je connaissais mais pas du tout, le premier film il était même pas sorti en France,
Et j'avais hâte finalement de le voir quand même cette année parce que ça avait tellement cartonné en Chine que forcément tu te dis waouh, c'est quoi ce délire, ça pique ta curiosité. C'est quoi ce mastodonte, c'est quoi ce colosse qui débarque en salle de cinéma? Alors on le rappelle, hein, ça a dépassé les 2 milliards de recettes. Avatar de Feu de Cendre vient de sortir, mais je suis pas sûr qu'il fasse mieux. Et c'était un spectacle qui était surprenant. Je pensais pas du tout que ça allait me plaire, mais finalement j'ai pris une petite claque. C'était une folie visuellement et je ne m'attendais pas du tout à voir autant d'humour. De l'humour qui a plutôt bien fonctionné sur moi et sur les gens qui avaient autour de moi dans la salle de cinéma, avec, attention, un rythme de vannes qui est absolument dingue. Durant la première partie de film, il y a des vannes toutes les 2 minutes. Il y avait un super travail d'animation, c'était fou. C'est un film quand même qui a été assez cher, 80 millions de dollars il me semble, pour un résultat qui était surprenant, qui était surpuissant, avec un giga climax, une addition de plans qui sont dingues, une bonne bande originale, on en prend plein les yeux, on se marre beaucoup. Par contre, oui, c'était peut-être un petit peu compliqué à suivre. J'étais un petit peu largué parfois au niveau de l'histoire parce qu'on se retrouve, vous savez, en pleine mythologie chinoise. Et si vous n'y connaissez rien du tout en mythologie chinoise, il y a peut-être des passages qui sont pas simples à suivre. En tout cas, c'était mon cas, mais c'est quand même une grosse fresque épique, un peu longue peut-être avec ses 2h30, mais on en a pour le coup vraiment pour son argent. Une bataille après l'autre. Le grand retour de Paul Thomas Anderson au cinéma avec, attention, DiCaprio au casting. Forcément, ça faisait partie de mes très très grosses attentes de l'année. Je pense que beaucoup de personnes vont mettre ce film en top 1 de l'année 2025 et oui, c'est compréhensible parce que c'était vraiment excellent. C'était bien plus grand public que ce que fait d'habitude Paul Thomas Anderson. C'est un film qui a bien fonctionné en salle. Alors, bien fonctionné, non, c'est son film qui a le mieux marché en salle, mais ça reste quand même malheureusement un petit bide au vu de son budget. Bon, de toute façon, voilà, pour un film de Paul Thomas Anderson, on sait bien que ça va pas taper du 800 millions de dollars de recettes. Et c'est un thriller, comédie, drame familial, ça dure 2h40 et ça passe assez vite. On a un film en fait qui est coupé en deux avec une très très grosse intro qui va durer 30 minutes, qui est vraiment excellente. Puis on se retrouve ensuite 15 saisons plus tard avec en gros 2 heures de course-poursuite où un père doit retrouver sa fille, et c'était drôle à suivre, hein. Les personnages sont drôles, celui de DiCaprio, bien sûr, Benicio del Toro, qui est très très fun. De l'autre côté, au niveau des méchants, on a des suprémacistes blancs, dont un antagoniste, interprété par Sean Penn, qui est vraiment ultra marquant, et qui est peut-être bien placé pour aller chercher un Oscar de l'acteur, meilleur acteur dans un second rôle. On verra ça en début d'année prochaine, et aussi la révélation Chase Infinity, que j'avais déjà vu à la télévision, mais ici, pour son premier rôle au cinéma, qui donne la réplique à DiCaprio, on a quand même vu pire pour débuter au cinéma. Et sans oublier Teyana Taylor, qui était vraiment incroyable au début. Et oui, on était face à un film très politique. Il y en a eu beaucoup cette année, d'ailleurs, je trouve, avec une bande originale qui était top, avec ces 2-3 notes de piano là qui se répètent, et cette course-poursuite à la fin, avec cette route qui monte et qui descend, c'est un des passages les plus marquants de l'année. Je n'avais jamais vu une course-poursuite filmée de la sorte, et pour le coup, oui, c'était vraiment top. Maintenant, avant de passer au top 1, les traditionnelles mentions honorables, ces films qui auraient pu aussi terminer dans le top, mais qui le loupent de très très peu. On commence avec Escape from the 21st Century, très surprenant. Je suis toujours là, film brésilien qui était très très beau. Sinners, alors Sinners, qui va, je pense, terminer dans le top, film de beaucoup de personnes. Malheureusement, j'ai bien aimé, mais de là à le mettre dans le top, pas forcément. On enchaîne avec une trilogie Stephen King, entre guillemets, Marche ou crève, beaucoup aimé, comme Running Man, et Life of Chuck, qui finira là aussi peut-être, j'imagine, dans le top de certaines personnes. Voilà, c'était cool. Et j'ai beaucoup aimé aussi, 28 ans plus tard, Matérialiste, Predator Badlands, qui est plutôt bien revenu, et le résultat était assez surprenant pour un film que je n'attendais pas du tout, et À couteau tiré 3, Wake Up, Dead Man, que j'ai beaucoup aimé aussi sur Netflix. There's some Scooby-Doo shit going on here. On passe maintenant au cinéma français avec mon deuxième coup de cœur français de l'année, L'épreuve du feu, qui loupe le top, mais vraiment de rien du tout, j'ai adoré. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, malgré cette séquence absolument horrible avec Sylvie Vartan jeune, et voilà ce qu'on a fait au niveau de son visage, c'était dégueulasse. J'ai bien aimé aussi Jouer avec le feu, Un ours dans le Jura de Franck Dubosc, très surprenant, Cassandre,
Fanon, et aussi L'homme qui rétrécit, qui pour moi méritait de faire plus d'entrées en salle de cinéma. Paul? Et pour terminer les gros blockbusters, j'en ai gardé 4, et on va parler de Dragon, qui était plutôt cool, Zootopie 2, que j'ai adoré, et du côté Marvel, même si les chiffres n'étaient pas là, Thunderbolts et les 4 Fantastiques, c'était plutôt pas trop mal. Et on passe désormais à mon top 1 de l'année. Quel est mon film de l'année 2025 ? Et bah ce sera The Brutalist. Alors oui, j'ai forcément hésité avec une bataille après l'autre, mais non, The Brutalist, ça me paraît tellement plus cohérent, cette giga fresque de 3h30, c'est un projet qui était ultra dense, colossal, avec des acteurs qui étaient parfaits. C'était même le grand favori des Oscars 2025. Alors finalement, il s'est fait shipper pas mal de prix, notamment l'Oscar du meilleur film qui a été pris par Anora. Ça pour le coup, c'est vrai que c'était assez surprenant. En tout cas, c'était une expérience de cinéma qui était folle, avec une superbe réalisation, de beaux plans, de beaux décors. Bon, de toute façon, c'est un film qui parle d'un architecte, donc forcément au niveau de l'architecture, des décors, des plans, on devait faire quelque chose d'assez visuel. Il y a des plans qui te restent en tête, notamment celui de la Statue de la Liberté qui est retourné. Il y avait une bande originale aussi qui était excellente, et bien sûr un Adrien Brody exceptionnel, qui lui, pour le coup, a été chercher son Oscar. Il y en a eu d'autres, des Oscars, je crois qu'il a pris aussi meilleure photo et meilleure musique. Alors oui, comme on le disait, on pouvait s'attendre à un petit peu plus avec sa dizaine de nominations. On avait Guy Pearce aussi, qui était méconnaissable, qui pouvait aller chercher un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, qui était vraiment pour le coup excellent, et ça aurait été vraiment mérité. Et il y avait des passages qui étaient super marquants, dont une scène de viol que tu ne vois pas du tout venir, qui va vraiment faire basculer le film dans une autre tonalité. Et donc oui, c'était un très bon long métrage, pas un giga coup de cœur me concernant, parce que c'est pas forcément le film que je vais me remater chaque année. Je suis même pas sûr de le revoir, vu il faut quand même trouver 3h30, et si j'ai 3h30, je pense que je vais faire autre chose. Mais c'était selon moi l'œuvre la plus impressionnante de l'année, et c'est pour ça que ça finit top 1 de mon classement en 2025. They do not want us here. Who do you mean? The people here, they do not want us here. Et du coup, voilà, ça en est fini pour cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à la liker, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et du coup, voilà, ça en est terminé pour le top et le flop des films de l'année. On va se retrouver dans quelques jours pour mes attentes films, séries, jeux vidéo de 2026. Avant aussi les tops et les flops séries. Donc bon, il y a encore pas mal de travail, il y a encore beaucoup de choses dont on va parler d'ici la fin de l'année. Mais d'ici là, encore une fois, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite.